Bonsoir à tous, bienvenue dans La Réunion Lila, votre émission. On va commencer la semaine sur quelques notes de musique. On va discuter avec Armand Jeannette et juste, vous allez voir que La Réunion a beaucoup de talent, c'est dans Quasiment Réunionnais. Bonsoir Armand Jeannette. Bonjour. Alors, quand j'ai dit La Réunion a beaucoup de talent, et quand ça va de père en fils, c'est quelque chose de formidable. Où l'a appris avec coup de papa? M'a appris mon papa, moi l'a appris mon fils, et mon fils le bat à moi. Pourquoi l'accordéon est l'instrument que les gens y apprécient le plus? Parce que la sonorité est vraiment multiple? Eh bien, je pense, en fait, c'est que dans le temps, dans les Hauts de la Réunion, il n'y avait pas de courant, on n'avait pas d'ampli, on n'avait pas tous ces systèmes d'écoute qu'on a actuellement. Et donc, il y avait le banjo qui était à l'époque aussi. Oui, qui était très. Voilà, banjo, violon, ouais. Et surtout l'accordéon, parce que l'accordéon c'est quand même un instrument complet, parce qu'on a la main droite qui fait le chant, et la main gauche qui fait la basse et l'accompagnement. Donc c'était l'instrument idéal dans les campagnes à l'époque. Et on le voit, hein, que ce soit dans les films cow-boy, le petit... Ah oui, ça a un nom, ça, je sais plus, un accordina ou un truc comme ça. Voilà, il y avait ça, et on voit aussi le banjo, pareil, dans les westerns, on voyait que le banjo donnait beaucoup de rythme. Également, l'harmonica était aussi un instrument très utilisé. Ouais. Et on retrouve ça, je trouve, en Louisiane aussi. Alors, on va juste rappeler que la Louisiane a été vendue par Napoléon aux Américains, donc la Louisiane a été française. Tout à fait. Donc on retrouve aussi on parle de la Louisiane, un petit peu cette côte-là, tout ce qui vient du jazz, du blues également. Et ça montre bien que la musique, elle a aussi des racines françaises. Et puis l'accordéon, en fait, a eu un grand essor pendant et après la dernière guerre mondiale. Ensuite, l'accordéon, il a chuté dans les années 70, 75. Et après, c'est reparti avec, sous l'influence de Michel Archange. Maurice Archange, pardon, et qui a repris des jeunes, qui a formé des jeunes, et c'est parti de là l'essor pour les jeunes. Alors, en ce qui concerne la France, l'accordéon a toujours été l'instrument de fête du village. C'était l'instrument qui était là, et d'ailleurs, à La Réunion, à chaque fois qu'il y avait une fête, il y avait l'orchestre en cuivre et l'accordéon. Toujours, ouais. Toujours. Il y avait cette marque de la vieille France qu'on a continué à perpétuer. Et en France, quelqu'un comme Yvette Horner a quand même inscrit l'accordéon parmi les... Ah oui, les grands, Yvette Horner, André Verschuren, ouais. André Astier, et j'en passe, Édouard Duleux. C'était l'époque. C'était vraiment des grands talents. Et lorsqu'on donnait leur nom, et ce qui est passé dans les émissions de Guy Lux, par exemple, c'était quelque chose. Ah oui. Et il y a le Tour de France. Le Tour de France, c'était André Verschuren, ouais. et Yvette Horner. Exactement. Ouais. Donc, pour montrer que ces instruments de musique sont liés quand même à des vrais événements qui très populaires. Voilà, très populaires. Voilà. Et c'est vrai qu'une arrivée de Tour de France devant une petite mairie de campagne se faisait au son de l'accordéon et une dégustation de vin et de fromage. Ouais. Et même André Verschuren, il avait patronné par RTL à l'époque, où suivait la caravane du Tour de France. Et à chaque escale, André Verschuren ou Yvette Horner faisait le Tour de France complet. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que... Et même à La Réunion, et c'est vrai qu'on pose souvent la question de savoir du peuplement de La Réunion. Les Français venus, bien sûr, de l'Hexagone, font partie de ce peuplement-là. Et ils ont amené également
leur tradition, les instruments de musique, et on le voit aujourd'hui que ça perdure aussi. Quel est le premier morceau que Armand Jeannette a joué? Le premier morceau, ça a été Quand j'entends siffler le train. Alors on y va? Qu'est-ce qui explique que que quelqu'un comme moi regarde un accordéon, il trouve ça impossible à jouer. Je veux dire que il y a les notes d'un côté, il y a d'autres boutons de l'autre. Ça avait quand même beaucoup de choses à apprendre, non? Oui, alors... À quel âge vous l'avez commencé à apprendre? Ben moi, j'ai pas appris, en fait, j'ai appris sur le tas. En fait, mon père, il avait un accordéon à la maison. Bien entendu, il n'était pas question qu'on touche à son instrument. Donc, comme moi j'habitais dans les Hauts-de-Saint-Joseph, il fallait attendre que mon père prenne le car, qu'il aille à Saint-Joseph ou à Saint-Pierre, et à partir de là, je savais qu'il était loin, et qu'on n'entendrait pas, et on regardait bien l'accordéon, comment il était posé dans la valise. Ouais. Sur une chaise margosier, j'ai dit là, les sangles derrière, et je le glissais derrière. Ah, d'accord. J'ai commencé comme ça. Et on arrive à apprendre comme ça de tête à retenir? Oui. Bien entendu, il est préférable de connaître la musique. Mais moi, j'ai appris sur le tas et je ne connais pas la musique. Sans connaître le solfège? Non. D'accord. Pas du tout. Et à quel âge vous avez commencé à accompagner papa dans le bal? Dans le mariage? De l'accompagner, mais dans l'âge de 6, 7, 8 ans par là. 7-8 ans ou aller ou rester à côté de lui? Oui. Ah bah oui, après moi ça me faisait une sortie. Hein. Ah oui. Ça faisait des sorties, effectivement. Bien sûr. Et puis, dans un bal mariage, il y avait toujours quelque chose à regarder, à manger un peu. Ah, oui. Non, c'était festif. Ouais. Vous savez, vous êtes enfermé dans les hauts, dans des petites cases de 2 pièces, quand on peut... s'échapper. À part ça, chercher la paille aux animaux et là, rotte de l'eau, rotte de bois. Ouais, c'était festif. Le dimanche, il y avait des petites soirées. Mon père emmenait l'accordéon. Moi, je suivais, bien sûr. On ne voit pas la journée passer. D'accord. À quel âge où l'a fait le premier mariage ou le premier bal en temps ou tout seul? C'est en Bretagne, dans les années 77, 70, 80. D'accord. Et à l'époque, il jouait quoi dans un bal mariage? Eh bien, à l'époque, moi je fais valse. Moi surtout, j'ai un répertoire musette. Hein. Valse, passo, tango, cha-cha-cha, boléro. Alors, envoyez un morceau pour voir. Une valse? La question, c'est, à l'époque, les morceaux, comme à partir des années 80, il y avait les slows pour les amoureux. Quoi il y avait pour les amoureux avant comme morceau pour que un peu tendre, un peu... en fait, très peu de slow à l'accordéon. Ouais. Surtout des boléros. C'est quoi un boléro? Boléro, c'est
Tout le monde a reconnu, bien sûr, Mon île de Jacqueline Farirol. Et ça, c'était un petit peu la musique la musique qui permettait aux amoureux d'être un petit peu proches. Bah oui. Et maintenant, récemment, depuis quelques années, moi j'ai fait des balles ici pas loin à la tour, hein, à Cocotteret et Fort-de-L'Eau. Donc les gens appris à danser en ligne maintenant, les boléros, le cha-cha-cha, c'est en ligne. Alors c'est des démonstrations. Comment le jeune que vous l'étiez, parce que si on parle des années 80, il y avait encore le disco. Il y avait surtout le disco. Le disco, Patrick Hernandez avait sorti dans les années 70 Born to be Alive, entre autres. Et il y avait le disco, il y avait aussi le rock. Le rock continuait, les années yéyé continuent jusqu'à les années 80. Comment on arrive à imposer la musique musette? En fait, on n'impose pas parce qu'il faut se dire que l'accordéon était réservé quand même à une tranche d'âge. Vous voyez, moi j'ai fait des balles avec mon fils ici. Vous voyez pas le gars de 20 ans qui va venir danser au Fort-de-L'Eau, là, à côté, ou à Cocotteret ou au Boucanet. Il y a une tranche d'âge, hein, des gens qui ont connu le musette. Donc après, nous on avait trouvé la solution parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Alors on avait la sono, donc quand il s'agissait de mettre du rock, des morceaux qu'on ne faisait pas nous, on passait en sono. Donc ça pouvait permettre d'avoir tout le monde avait d'avoir un mélange de musique. Voilà. Et les gens, est-ce que, comme c'est souvent le cas quand il y a un orchestre, les gens viennent demander un morceau, est-ce que quand où aller jouer, les gens disent jouez plutôt ça, jouez ça pour nous? Ah oui, voilà. On avait un couple qui venait au Boucanet, il dansait, c'était un boléro, je ne sais plus lequel. Il fallait à tout prix qu'on joue. Alors des gens qui disent oui, vous faites la même chose, mais si on ne fait pas ça, là, je ne viens plus. Ah oui, il y avait des morceaux phares, il fallait à tout prix qu'on joue. Le mec, il vous regarde comme ça, il dit oublie pas moi, hein, oublie pas moi. Et il y a toujours les bons clients, ceux qui, à chaque fois qu'il est habitué avec vous, à un moment donné, à force... Ah oui, nous, c'est pas pour se vanter, mais enfin, mon fils et moi, nous avons quand même monté un petit groupe qui s'appelle le Duo Jeannette à l'époque, dès qu'on arrivait de métropole, dans les années 92-93. On a commencé tout doux. On est passé à deux. Lui faisait le clavier et moi l'accordéon. Après, on est passé avec un chanteur. Après, on a eu un guitariste. Et on a fini avec un trompettiste également. Donc, on avait une bonne renommée. Ce qui veut dire que lorsqu'on fermait là-bas au Boucanet, et les gens, ils savaient que là, Jeannette, ils étaient, c'est fini, hein. Tout le monde vient. Hein. Et justement, avec votre fils, qu'est-ce que lui déjà, parce que tout à l'heure vous m'avez dit qu'il vous a été. Vous a oui, mais il a pris des cours en métropole, il a fait des concours, effectivement. C'est affolant, quoi. Et quand on est jeune, comment on regarde où il était jeune, quand lui, il est venu avec l'accordéon, on a le même regard quand on a 50, 60 ans sur l'accordéon, non? Ah oui, bien sûr. Et en fait, après, vous savez, comme vous disiez tout à l'heure, mon père a joué. Donc on était baignés dedans. D'accord. Mon fils, il a été baigné dans l'accordéon. Et mon fils, qui a de bien à l'époque, c'était que, comme je jouais que du musette, donc il s'est lancé dans le musette. Ah, Arrivé à la Réunion, mon fils ne savait pas jouer le Sega. Il le jouait, mais pas terrible. D'accord. Parce qu'il n'avait pas la cadence. À l'époque, on avait des claviers en métropole, mais pas de boîte à rythme de Sega. Donc, moi, je bricolais un peu à la basse, et donc il a appris réellement à jouer le Sega ici à La Réunion. Quel Sega il aimait jouer? Ah, tout. Il accompagnait les grands, il accompagnait Dominique Barré, il est parti... Alors, jouez-nous un morceau qu'il aimait bien. Un Sega? Un Sega.
Je me trompe, c'est le vol à canard? Vol à canard. Si j'entends comme ça, vol à canard, peut-être de bêtises. Le vol à canard, c'est André Philippe au départ. Hein, qui a été repris par après ses enfants, ça va. Ouais. Tout le monde l'a repris après. Quel est le meilleur morceau que vous aimez jouer sur l'accordéon? Il n'y a pas de meilleur morceau. Tous les morceaux sont jolis une fois qu'ils sont bien interprétés. D'accord. Et est-ce qu'il y a un morceau que vous préférez? Oui. C'est quoi? Non, je joue un peu de tout, moi, je n'ai pas de préférence. Non, quelle la musique que vous aimez? Ah bon, plutôt la base, le passo, le boléro, cha-cha-cha, n'importe. J'aime tout. Un morceau que vous aimez? Là, aujourd'hui, quoi ont l'envie de transmettre à travers l'accordéon? Mon Dieu, j'espère que la jeunesse qui arrive continue à perpétuer cet instrument. Je vois qu'il y a des écoles à La Réunion, Varro, il y a deux écoles de musique à Saint-Denis. On n'entend pas beaucoup parler. Hein. Je sais pas, à La Réunion, je pense que l'accordéon, si ça continue, il va être perdu. Hein. Alors, on va faire en sorte de bien le perpétuer. Il nous reste 3 minutes. On va jouer 1 minute, un dernier morceau, et après on terminera. On va conclure tous les deux. Armand Jeannette, aujourd'hui, quand on regarde le parcours que vous avez fait avec votre papa, avec votre fils, aujourd'hui, quel est le meilleur souvenir que vous en avez? Ah, le meilleur souvenir qu'on a gardé, c'était notre petite formation avec mon fils. Ça a été, d'ailleurs, vous savez, je retrouve des gens dans les marchés, ils disent, oh, t'es Jeannette, il manque à nous ça. Hein. Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va vous réinviter de temps en temps pour venir jouer ici. Ça vous va? Oui. Hein, comme ça, on va nous perpétuer à notre façon un petit peu. D'accord. Voilà, comme ça, on aura l'occasion de parler d'accordéon et parler surtout de ces personnes qui font vivre l'accordéon, font vivre la musique à travers l'instrument qu'est l'accordéon. Avec plaisir. Merci Armand Jeannette, ça a été vraiment un plaisir et ce plaisir, on va le renouveler le plus souvent possible. On va voir comment on le fait et ça va être l'occasion de parler de la Réunion, de la musique et de ces gens talentueux qui font la Réunion. Merci encore pour cette prestation. Attendez, on va juste nous faire la transition avec avec quelqu'un qui nous manque un petit peu. Gaël Guiton a été pendant des
années avec nous. Je vais vous proposer un reportage que j'ai réalisé et au moment où on se rencontrait, où elle parlait de livres en tant que lectrice, ça va vous faire plaisir et j'espère que ça va vous faire plaisir. Gaëlle, on t'embrasse très fort, tu nous manques et on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je souhaiterais vous présenter À l'ombre de nos secrets de Lily Haim, un roman que j'ai découvert au Salon du Livre de Livre Paris 2018 où je suis tombée sur cette magnifique couverture dont un soldat allemand et un résistant français se tiennent la main. Donc je trouvais cette image très symbolique et je voulais savoir de quoi l'auteur parlait dans ce roman, rien qu'en regardant cette couverture. À l'ombre de secret, on commence d'abord aux États-Unis où Julien, 91 ans, a réuni sa famille pour son anniversaire, une très grande famille, et il décide de dévoiler un pan de sa vie qu'il tenait secret jusqu'à présent. Et donc l'histoire bascule à la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le monde connaît l'histoire, donc connaît les faits de cette Seconde Guerre mondiale, mais Julien va raconter ce qui lui est arrivé et comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale à cette époque. Donc Julien a 19 ans. Et va rencontrer en 1941 un soldat allemand dont il va tomber amoureux. Donc c'est une histoire d'amour entre deux hommes, sous fond de Seconde Guerre mondiale. Pour préciser le contexte, à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Et pour Hitler, c'était un crime. Donc on était condamnable et fusillé. Donc c'est très important de le signaler cette époque. Donc l'auteur fait un travail exemplaire en décrivant toute la Seconde Guerre mondiale pendant plusieurs années. On connaît l'issue, mais elle va décrire la Seconde Guerre mondiale sur le regard de Julien. En fait, Julien un jeune homme au départ qui est idéaliste, courageux et va devenir malheureusement à ses dépens résistant. Chose qu'il n'avait pas prévue, chose qu'il ne voulait pas, et pour défendre sa vie, garder sa liberté, puisque où il habite c'est occupé par les Allemands, et pendant ce temps-là, vivre son histoire d'amour compliquée avec Engel, le second personnage, le soldat allemand. Comment l'auteur a joué avec... Déjà sur cette histoire d'amour qui est compliquée, où elle dégage tout un tas d'émotions fortes. Donc c'est deux personnes qui doivent se battre pour leur vie. Donc, Engel qui doit jouer un double jeu, d'abord il doit accomplir des actes qu'il refuse, des actes innommables qu'il va accomplir pour sauver sa vie et surtout protéger. Tout au long de cette histoire, Engel va protéger Julien. Tout faire, déjà par amour, il va renier sa patrie et protéger Julien sur péril de sa vie. Donc voilà où c'est très émouvant et surtout on va voir que Engel va se faire accepter par la population française puisque les soldats SS étaient pointés du doigt et on voit à travers le roman de Lily Haim, c'est que certains soldats en fait n'acceptaient pas la guerre d'Hitler et ont dû faire des actes qu'ils refusaient pour sauver leur vie. Donc ça c'est quelque chose que je trouve qu'elle rend hommage dans son livre en fait, un côté qu'on ne montrait pas dans les livres d'histoire. Donc pour moi, déjà c'est un appel à la tolérance, déjà parce que la homosexualité est encore très montrée du doigt à notre époque, un appel aussi où l'amour est plus fort que tout, donc deux hommes qui vont à l'encontre des valeurs à ce moment-là, surtout à l'époque de la guerre, qui vont à l'encontre de la valeur pour l'amour en fait, qui montrent que l'amour est plus fort que tout, quoi qu'il arrive, et qu'on reniera tout par amour. Voilà ce que je retiens beaucoup de ce livre. Et aussi un hommage aux héros de l'ombre, des résistants qu'on ne connaît pas, qui se sont battus. C'était des citoyens comme tout le monde, qui sont devenus, entre guillemets, des meurtriers pour sauver leur vie. Il y a cet hommage-là que je retiens de Lily Haim.
c'est ce qu'elle montre en fait. On a l'histoire d'une sœur qui, c'était des petits gestes du quotidien, mais qui ont marqué l'histoire, qui ont protégé des enfants juifs. On le voit, c'est un moment dans l'histoire. On voit aussi où, un moment qui m'a marqué, c'est Engel en fait pour montrer qu'il n'acceptait pas cette guerre. C'est quand il faisait des actes de torture, il portait des gants noirs. Il a toujours porté des gants noirs pour montrer « je ne suis contre cette guerre ». Et il enlevait ces gants-là pour quand il allait rejoindre Julien après ses missions. Donc Julien, en fait, quand tu voyais Engel revenir avec ses gants noirs, savait qu'Engel a dû faire des choses qu'il n'acceptait pas. Et il y a aussi cette après-guerre, en fait, les conséquences de cette guerre vis-à-vis de ces hommes et ces femmes qui ont subi et qui ont vécu et qui ont commis des actes assez... pas des actes de tous les jours, pour subsister. Merci. Et les conséquences surtout psychologiques sur eux, parce que voilà, Julien et Engel ne s'en sortent pas indemnes de cette guerre, malgré l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre en fait. Et aussi les collabos aussi, parce qu'on oublie d'en parler, qui ont voulu aussi protéger leur vie, et comment ils ont prêté montré du doigt après la Seconde Guerre mondiale. On montre ça, les résistants, et qui, comme je précise, ont fait des actes meurtriers pour sauver leur vie. Est-ce que c'est pas l'amour qui a été le fil conducteur ? Oui, l'amour est le fil conducteur de ce roman. L'amour, l'amitié, l'amour entre la famille aussi. Voilà, beaucoup d'actes héroïques par amour et pour l'amitié. C'est quelque chose qu'elle garde comme fil conducteur dans ce roman. Qu'est-ce qui vous inciterait justement à motiver les autres à lire ce livre ? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à lire ce livre ? Pour deux raisons. Déjà pour replonger dans la Seconde Guerre mondiale, revoir la Seconde Guerre mondiale à travers le regard de Julien. Julien, voilà, qui vivait dans une ferme et qui se retrouve résistant malgré lui. Et aussi à travers le regard d'Engel, parce qu'il y a quelques passages d'Engel dans le roman où il explique comment il mène ce double jeu, comment il doit séparer, protéger sa vie et protéger son amour pour Julien. Donc voilà, ça permet de revivre. Façon de parler, de relire la Seconde Guerre mondiale de point de vue de personnages fictifs, certes, mais moins héros en fait, héros de l'ombre.